région nord-est de la Côte d'Ivoire, quelle solution pour résoudre les problèmes de la localité de Sikolo? Une organisation non gouvernementale intervient auprès des populations. Toujours en Côte d'Ivoire, 0 cas d'Ebola, mais la vigilance se cultive toujours. La région du Tonkpi renforce son système sanitaire. Enfin, l'Algérie pourra-t-elle se maintenir à l'intérieur de la République française? Le 21 avril 1961, le putsch d'Alger est organisé. Bienvenue sur RTI2. Bonsoir à tous. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a lancé récemment un nouveau diplôme dans le domaine de la psychologie. Il s'agit du master professionnel management de psychologie des organisations. Gros plan ce soir sur ce diplôme avec Patricia Oumouetia. Le Master professionnel management et psychologie des organisations est un diplôme supérieur du 3e cycle qui donne à l'étudiant une aptitude professionnelle et le rend opérationnel en entreprise. Avec ce master, c'est une aubaine pour nous les étudiants, pour notre insertion professionnelle. Avoir une formation pratique de qualité surtout et pour nous permettre ensuite de parfaire nos connaissances acquises, c'est-à-dire nos formations initiales qu'on a reçues à l'université, et être sur le marché de l'emploi sans problème. La formation dure 2 ans pour les titulaires d'une licence et 1 an pour les détenteurs d'une maîtrise. L'accès à la formation se fait après étude de dossier et seuls les meilleurs sont sélectionnés. L'université a pour mission de faire en sorte que les diplômés qui sortent puissent avoir un emploi. Et donc, si nous voulons aller dans cette démarche, il est bien entendu évident que nous avons le devoir de faire des formations qui sont arrimées sur la professionnalisation. L'érection du master professionnel management et psychologie des organisations est de faciliter l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants qui jusqu'ici, à défaut d'une telle formation, se voient comme obligés d'aller en doctorat. Connaissez-vous une société où tout le monde est docteur ? Le diplômé en master professionnel management et psychologie des organisations a aussi la possibilité de s'engager dans la recherche universitaire, en communication, en relations humaines et culture d'entreprise. Région du Tonkpi, dans l'ouest du pays, des actions pour lutter contre les maladies potentielles épidémiques comme Ebola. On le sait, cette zone est frontalière à la Guinée-Conakry et au Libéria, 2 pays sévèrement touchés par la fièvre hémorragique. Ainsi, pour éviter la propagation de cette affection, un poste de contrôle sanitaire a été ouvert dans le Tonkpi par le comité régional de lutte contre Ebola. Deuxième mesure de protection, un atelier a été organisé. Les explications de Eve Boué. L'épidémie de la maladie à virus Ebola est désormais loin, mais le risque de résurgence demeure. En outre, la menace d'autres maladies à potentiel épidémique telles que la dengue, le Zika, plane sur les systèmes de santé africains. Le gouvernement ivoirien est donc résolument engagé dans le processus de renforcement de son système de santé pour prévenir, détecter précocement et répondre de manière adéquate à toute menace d'épidémie. Un poste de contrôle sanitaire frontalier est donc installé à Gbenta, à la frontière ivoiro-libérienne, dans le département de Danane, grâce à l'Organisation internationale pour la migration OIM, sous financement du gouvernement japonais. Ce dispositif sanitaire fait partie des acquis dans la lutte contre la maladie à virus Ebola menée pendant 3 ans avec 0 cas pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le comité régional anti-Ebola de la région du Tonkpi fait le bilan des actions, et cela avec le soutien de ses partenaires dont l'IRC et l'USAID. Il est important de pouvoir tirer les leçons de notre lutte sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui a marché? Quel était notre point fort? Quels sont les points à améliorer? Et quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que nous devons pouvoir maintenir pour pouvoir garder le cap et être toujours vigilant. Des défis à relever pour maintenir la vigilance, à savoir la redynamisation des comités départementaux et des comités de veille dans les villages, la mise sur pied d'un système permanent de surveillance épidémiologique transfrontalière, le renforcement des capacités des équipes d'intervention rapide en prenant en compte les autres maladies à potentiel épidémique, la construction avec des matériaux durables d'un centre de traitement régional pour les maladies à potentiel épidémique.
Je vous l'annonçais dans les titres, Sikolo, dans le département de Kong, veut prendre son destin en main. Mais cette localité située dans la région nord-est du pays connaît des difficultés, notamment l'accès à l'eau potable et à l'électricité, les récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Et aujourd'hui, fort heureusement, une organisation non gouvernementale aide les populations de Sikolo. La MUDESI mise sur la création de richesses. Créée le 25 août 2010, la sous-préfecture de Sikolo est située à l'extrême nord, à environ 40 km de la commune de Kong et à 63 km de Fekese-Dougou. Sikolo a été fondée par un chasseur nommé Tikisi Ouattara. Ce dernier, ayant découvert la richesse en faune de la localité, aurait dit qu'il terminerait sa vie en ce lieu, d'où en langue palaka, Sikolo. Cette localité est peuplée de plus de 21 000 habitants, composée de deux principaux groupes ethniques, à savoir Malinké du canton Soumafesso et Senoufo du canton Sikolo. La moto est l'engin le plus utilisé par les populations pour leurs différents déplacements. Pour le commerce, l'agriculture et l'élevage, des activités soutenues par l'orpaillage. Cependant, la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs n'est pas toujours au beau fixe. Dans chaque village, il y a un comité villageois de règlement amiable des conflits, présidé par le chef de village. Il est constitué d'un agent du ministère de l'Agriculture et d'un agent du ministère des Ressources animales et halieutiques. Au plan des infrastructures, il y a des avancées remarquables, notamment l'innovation technologique avec l'énergie solaire et l'accès au réseau téléphonique mobile, des initiatives à l'actif du gouvernement et du conseil régional du Tchologo. Sans oublier que cette circonscription totalise 15 écoles publiques, 3 centres de santé et des routes reprofilées. Et pourtant, des problèmes existent, au nombre desquels la non-déclaration des naissances, les difficultés d'accès à l'eau potable. Il existe 39 forages, dont 13 en panne. 4 HVA, pompes hydrauliques villageoises, non encore fonctionnelles. Au niveau de l'électrification, 4 villages sur 26 bénéficient de l'électricité. À la recherche de solutions durables, la mutuelle pour le développement de la sous-préfecture de Sikolo, dont est membre le président de la République Alassane Ouattara, tente d'apporter sa contribution à travers la consolidation de la cohésion sociale et de la réalisation des projets à intérêt communautaire. Parce que la sous-préfecture est une mosaïque de peuples. Vous avez les lobbies, vous avez les Malinké, les Peuls, les Palaga. Il faut que cet ensemble de populations regarde dans la même direction pour valoriser les ressources de la sous-préfecture. Une unité de transformation de manioc verra le jour bientôt. Ça va employer 55 jeunes, 100 tonnes de tubercules par jour. Ça donne 40 tonnes d'atiké frais ou de la farine de manioc. Nous prenons des femmes, des jeunes pour éplucher par jour. Donc ça peut faire encore emploi indirect qui peut aller dans 300 à 400 personnes. 200 millions. L'engagement d'aller au développement n'éteint pas les réalités culturelles héritées des aïeux. Ici, la tête est dans le développement et les pieds sont dans la tradition. Une organisation non gouvernementale vient également en aide et soutient les populations de Pébo, village situé dans le département de Didiévi. C'est dans le centre du pays. Femmes Côte d'Ivoire Expérience a initié de nombreux projets de développement. On les découvre avec Léon Brou de RTI Boaké. Ne pas toujours tout attendre de l'État. Se mettre ensemble et peaufiner des stratégies menant vers le développement de sa localité. Voici ainsi résumé la vision des populations du village de Atekro dans la sous-préfecture de Didiévi. Grâce à une chaîne de solidarité de ses fils, Atekro présente à toute la Côte d'Ivoire ses réalisations. Un centre de protection de la petite enfance baptisé Dominique Ouattara. Un centre de santé dédié à Henriette Konan-Bédié. Une cité administrative pour les fonctionnaires en poste dans le village. Cette cité portera le nom du ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio et une école primaire qui immortalise Boï-Lui, un des leurs, père de la vision célébrée, trop tôt disparu. Montant total des investissements, plus de 100 millions de francs CFA. À la cérémonie d'inauguration, les membres du gouvernement présents ont eu le mot juste pour saluer les actions des fils de Atekro. Sur la façade d'un des bâtiments de l'école primaire est gravé à jamais
les noms des enfants de Atekro qui, par solidarité, ont financé des années durant ces réalisations. Au chapitre culture, la 3e édition du festival Carrefour des Alliés. Cet événement vise à promouvoir la réconciliation et la cohabitation pacifique entre les populations à travers les alliances ethniques. Ainsi, Yakuba et Gouro, Baoulé et Agni, Senoufo et Koyaga se sont retrouvés à Katiola dans la région du Hambol pour célébrer l'édition 2017. On fait le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Promouvoir les alliances interethniques afin de consolider la cohésion sociale et l'unité nationale. C'est le but visé par le festival Carrefour des Alliés de Katiola. 15 régions du pays sont présentes pour des spectacles inédits. Des groupes qui sont le reflet de la richesse culturelle ivoirienne. Face à la modernité qui, chaque jour, nous éloigne de nos valeurs culturelles, il se trouve que ce festival qui vient à point nommé pour promouvoir les alliances interethniques est pour nous un gage de garantie qui peut assurer aux différentes générations futures un meilleur devenir et une meilleure connaissance de nos valeurs culturelles. Le thème de la 3e édition du festival Carrefour des Alliés est « Les alliances interethniques, facteurs de cohésion sociale ». Un thème qui colle bien avec la vision du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, patron de la présente édition, représenté au lancement. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, du fait de son calendrier très chargé, m'a demandé de le représenter. À travers les alliances, nous devions pouvoir résoudre les crises, les conflits et les mésententes qui naissent dans nos communautés. Le général Gaston Ouassena Kone, doyen des cadres de Katiola, dans les apparats d'un chef traditionnel gourou, allié du Tagwana, où ces pas de danse exécutés par les femmes battantes de Katiola. La 3e édition du Festival des Alliés promet. Attentat aux Champs-Élysées en France, des investigations sont en cours à Paris pour établir si l'assaillant Karim Chorfi, 39 ans, a bénéficié ou pas de complices. 3 de ses proches sont en garde à vue. Une réunion du Conseil de défense a été convoquée par le président François Hollande. Rappelons qu'un policier a été tué, 2 autres blessés et une touriste légèrement touchée par balle lors de l'attaque. Pour terminer cet événement qui a marqué l'Algérie, il s'agit du putsch d'Alger. Le 21 avril 1961, 4 généraux français tentent de soulever les militaires stationnés dans ce pays et les pieds noirs, c'est-à-dire les Français vivant en Algérie. Cette opération qui visait à maintenir l'Algérie à l'intérieur de la République française va lamentablement échouer. On en parle avec Franck Quadio. Dans la nuit du 21 au 22 avril 61, 4 généraux français tentent de soulever les militaires stationnés en Algérie et les pieds noirs dans un effort désespéré pour maintenir l'Algérie à l'intérieur de la République française. C'est le putsch d'Alger. Il va piteusement échouer en 4 jours. 3 ans plus tôt, en mai 58, le général de Gaulle a été ramené au pouvoir à la faveur d'un vrai faux coup d'État provoqué par ses fidèles, alliés pour la circonstance avec les partisans du maintien de l'Algérie dans la République française. Mais le 16 septembre 1959, dans une déclaration télévisée à grand retentissement, de Gaulle évoque pour la première fois le droit des Algériens à l'autodétermination. Les militants de l'Algérie française s'estiment trahis. Le général doit sévir. Il limoge le général Massou. Les pieds noirs députés s'insurgent à Alger au cours d'une meurtrière semaine des barricades du 24 janvier au 1er février. Le 8 janvier 61, le peuple français approuve par référendum le principe de l'autodétermination des Algériens de toutes conditions. Enfin, dans une conférence de presse le 11 avril 61, De Gaulle parle de l'Algérie comme d'un État souverain. L'opinion publique en métropole a hâte d'en finir avec une guerre de 7 ans où de nombreux jeunes gens ont déjà perdu leur vie ou leur honneur. En Algérie, beaucoup de militaires s'indignent d'avoir vaincu pour rien l'ennemi sur le terrain. Le général d'aviation Maurice Chal est à l'origine de cette victoire incontestable sur le FLN.
Il est sollicité par un petit groupe de colonels. Ces militaires d'actifs qui ont été défaits en Indochine ne supportent pas de perdre l'Algérie sans avoir été, cette fois, battus. Après la conférence de presse présidentielle du 11 avril 1961, Charles se décide à franchir le Rubicon. Il convainc l'ancien général d'aviation Edmond Jouot et le général d'artillerie André Zeller de le rejoindre dans une nouvelle révolution. Il s'agit de réitérer le coup du 13 mai 1958, cette fois contre le général de Gaulle. Le 20 avril 1961 au soir, Charles reçoit discrètement à Alger le commandant Élie Desnois de Saint-Marc, chef par intérim du 1er régiment étranger de parachutistes, la Légion étrangère. Ces hommes prennent le contrôle d'Alger dans la nuit du 21 au 22 avril. Mais cette même nuit, le gouvernement fait arrêter à Paris les sympathisants des putschistes. Tout est fini à 6 h du matin. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.